Bonjour et bienvenue dans le CQFR de vendredi matin, le dernier CQFR de la semaine. Après, vous savez, comme d'habitude, on vous laisse un peu tranquille le week-end et on se retrouve le lundi. Aujourd'hui, comme hier, je suis avec Théo. Théo, comment ça va? Ça va très bien, Shai. Quoi de On neuf? s- Bah écoute, on se prépare pour les demi-finales hyper excitantes, je trouve, de la Coupe du Monde, hein. Comme je le dis tous les jours, Carrément. on aurait évidemment aimé des affiches où il y avait l'équipe de France, mais les derniers matchs ont montré que c'était quand même un tournoi super cool. Et là, à l'heure où vous regarderez, enfin, où écouterez ce CQFR, il y aura déjà un Canada-Serbie qui sera en cours et moi, j'attends avec impatience. Il y a un peu tout le monde qui pense à une finale Canada-États-Unis. Même j'entends les médias américains qui pensent que c'est quasiment acquis, qui sont ultra confiants après le match contre l'Italie, mais il faudra quand même se méfier de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a un des deux matchs, toi, que t'attends plus que l'autre? Bonne question. Ouais, non, je pense que celui dont tu viens de parler, la première demi-finale, là, ça doit vraiment être du beau basket. Après, je pense que Mm. ça peut vraiment être serré aussi, États-Unis et Allemagne. Ça va être intéressant avec la défense de fer des Allemands et voir si Dennis Schroeder est resté dans la lignée de son dernier match ou pas. Ouais. Mais ouais, cette première des deux demi-finales, je pense ça devrait vraiment proposer du beau basket. Ouais, donc pour rappel, 10h40 le premier match, donc aura peut-être comment 10h45, pardon, Serbie-Canada, et 14h40 États-Unis-Allemagne. On vous en parlera dans des articles, et puis peut-être qu'on reviendra aussi dessus lundi dans le CQFR. Je voulais qu'on parle un peu d'NBA sur les dernières news de la nuit. Alors on va commencer par ça parce que j'ai trouvé ça un peu perturbant. Je sais pas si tu as vu la vidéo de Kai Jones, l'intérieur des Charlotte Hornets, où on le voit de façon un peu. Alors au début, il s'ambiance un peu tout seul sur un live Instagram, puis les gens commencent à noter qu'il est dans un état un peu curieux. On a l'impression qu'il a pris quelque chose, hein. Clairement, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais dans les commentaires, les gens parlent d'oxycodone, je crois, ce qu'ils appellent les perks, donc qui modifient ton comportement. Il rit de manière un peu, comment dire, erratique, enfin pas très spontané, c'est très bizarre. Et tout de suite, visiblement, la NBA a prévu de se saisir de la chose, les Hornets aussi. Et tout ça pour dire qu'il ne se passe pas un jour et une semaine sans que les Hornets soient au milieu de quelque chose de pas très net. Pour rappel, donc il y avait l'année dernière l'histoire avec Miles Bridges, condamné pour violence domestique, qui avait été suspendu 30 matchs et qui a été prolongé finalement, qui est revenu, qui a été prolongé, mais qui a 3 ans de conditionnel, hein, c'est ça qu'on dit, hein, 3 ans où il doit éviter les problèmes, il doit suivre des séances d'anger management, des cours de parentalité aussi, comme ils disent. Il y a eu des problèmes au volant aussi, la Melo Ball qui a eu des soucis, James Bouknight, pareil, PJ Washington, des histoires extrasportives sentimentales très très médiatisées. Brandon Miller, qui n'a pas encore joué officiellement avec les Hornets, mais qui a été impliqué indirectement dans un meurtre. Enfin, est-ce que Michael Jordan n'a pas choisi le meilleur moment pour se barrer et prendre ses jambes à son cou? Bah, c'est une bonne question. C'est vrai que là, les Hornets, tu te dis, il y a un moment, ce serait bien qu'ils fassent plus parler d'eux pour les résultats de l'équipe, quoi. C'est compliqué. Après, pour la vidéo dont tu parlais, là, qui est sortie effectivement hier, c'est toujours compliqué parce que déjà, on n'a pas encore toutes les Mm. informations. C'est le problème, mais là, c'est un problème. Il y a un double problème sociétal, en fait. Celui de l'oxycodone ou les produits dont tu parles, et puis les États-Unis globalement qui sont face à une crise d'opioïdes dramatique Ouais. à l'échelle du pays, et puis les réseaux sociaux qui font que maintenant t'as une caméra dans ta poche qui te permet de te mettre le nez dans les problèmes encore plus. Voilà, on se rappelle, c'était pas pour les mêmes raisons, mais finalement, Ja Morant, Mm. si il s'était pas fait filmer ou si s'était pas filmé lui-même, il serait certainement pas suspendu pour 25 matchs pour la saison prochaine, alors qu'il aurait pu avoir le même comportement inquiétant, simplement ça se serait pas su. Donc c'est Ouais. compliqué, ouais. Les Hornets, effectivement, je sais même plus, tu vois, si la passation de pouvoir est déjà effective ou si c'est encore. Il me semble que c'est encore Je crois que c'est bon. De toute en façon, train de se faire. il est encore actionnaire minoritaire, Jordan. Pour l'instant, il a encore des. Mais en tout cas, oui, normalement, là, le truc a été validé et je pense qu'à la reprise, il sera logiquement moins en vue. Mais bon, je pense quand même que Non, c'est le bon moment pour lui dans pour les échecs sportifs et pour ce que c'est devenu, quoi. Toutes les histoires constantes.
Non, c'est plus pour savoir, tu sais, si les nouveaux décisionnaires étaient déjà effectivement en place, étaient aptes Ah à ouais. pouvoir prendre Mm. des décisions, parce que c'était même un peu bizarre finalement comme ça s'est passé. C'est quand même encore le régime Jordan qui a géré la dernière draft, par exemple, ce qui est un peu Ouais. étonnant quand il y a une vente, tu dis, bah non, mieux vaut que ce soit fait avant, comme ça au moins c'est la nouvelle équipe dirigeante qui Mm. fait ses choix, etc. Donc, ouais, les Hornets, ça va pas être simple ce début de saison. Ouais, et puis il faudra voir aussi parce que visiblement, alors j'ai pas étudié à fond, mais ce que j'ai lu, même sur des comptes NBA sérieux, visiblement la plupart de ses coéquipiers à Kai Jones l'ont unfollow dans la foulée. Et ce qui a inspiré Antoine Pimel ce message ce matin, donc tu peux tabasser ta femme et être accueilli à bras ouverts, en référence à Miles Bridges. Mais si tu as un problème de drogue, on te lâche comme ça. Alors voilà, comme tu disais, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On dit un problème de drogue, on n'a pas tout, mais c'est. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo, c'est assez, bon, c'est malaisant, hein, mais c'est clairement il y a un truc qui va pas, et je pense qu'il a besoin d'aide, clairement. Donc voilà, c'est ce que disait Antoine, et je suis assez d'accord. Ça a l'air d'être de, de la direction jusqu'aux joueurs, même la manière dont Miles Bridges avait été accueilli à nouveau par PJ Washington en disant il a traversé des trucs très difficiles. Enfin, voilà, c'est globalement une situation un peu malaisante et j'espère que les Hornets vont reconstruire un peu tout au niveau de la culture, comme on dit, pour sortir des faits divers et revenir à du sportif parce que c'est une ville et une région qui respire le basket, hein, la Caroline du Nord. Les Hornets, on a tous aimé, je pense que toi aussi, on aimait bien les Hornets de l'époque. Le design de l'équipe, le logo, tout ça, ça représentait quelque chose et j'espère que ça va vite revenir, quoi. Oui, ils ont un joueur plein de talent en Lamelo Ball, peut-être un deuxième avec Brandon Miller. C'est des joueurs qu'on la cote. Après, c'est vrai que pour donc avoir, effectivement, on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mm. Là, ce qui est bien, quand même, c'est que même s'il y a beaucoup d'images, même si la NBA est très, voilà, comment dire, soucieuse de préserver son image, derrière, il y a des vrais programmes quand même qui ont été mis en Ouais, place par la NBA, par le syndicat des joueurs, pour aider les joueurs qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, d'addiction. Ça peut être aussi bien au jeu qu'à des substances. C'est vrai que au moins on est loin de ce qui se passait par le passé. Même il y a, enfin si, j'allais dire il y a pas si longtemps, si c'était il y a longtemps malgré tout, mais dans les années 90, des joueurs comme Keith Kloss qui étaient complètement livrés à eux-mêmes du côté des Clippers, alors qu'ils avaient des problèmes de drogue avérés, ouais. que tout le monde savait. Là au moins, si jamais il devait y avoir un vrai problème, je pense qu'une main lui sera tendue pour qu'il puisse essayer de régler ça. Ouais. Autre sujet NBA, Anthony Davis qui donc a prolongé pour un contrat XXL pendant l'intersaison. Euh, Visiblement, d'après ESPN, il y avait quand même quelques clauses implicites dans le contrat. On sait qu'Anthony Davis déteste. Il veut pas être considéré comme pivot, comme plein de mecs qui ont des skills et qui sont grands. Il aime pas jouer poste 5, il préfère le poste 4, il aime bien quand il y a des pivots dans l'effectif. Le problème, c'est que c'est là où il est le meilleur, hein. Même avec les Lakers dans la bulle et même la saison dernière, quand il joue pivot, c'est là où il est le plus impactant, en tout cas dans le basket joué en 2023. Visiblement, les Lakers ont passé un deal avec lui en lui disant que oui, il y aura plein de phases où il jouera poste 4 et qu'il y avait dans la discussion le recrutement souhaité par Davis de plusieurs pivots, ce qui explique peut-être l'avenue de Jackson Hayes et de Christian Wood dont on parlait l'autre jour. Anthony Davis est toujours un peu, dès que ça va bien, je ne sais pas si tu as remarqué, dès que ça va bien pour lui, c'est-à-dire qu'il évite un peu les blessures et qu'il a fait d'excellents playoffs, ça c'est indéniable. Il recommence des caprices, c'est un peu fort, hein, mais il recommence à avoir des requêtes qui peuvent sembler un peu déraisonnables. Bah, on se le disait hier, c'est quand même comique de répétition ce truc d'Anthony Davis qui veut jouer Ouais. 4. Mm. On va le redire hein, pour la 250 millième fois. Quand les Lakers sont LeBron James et Anthony Davis sur le terrain, quand Anthony Davis joue 5 et qu'il y a de la défense et du shoot autour, les Lakers sont dangereux. C'est quand même. Je suis désolé pour Anthony Davis, mais c'est la recette du succès. C'est comme toi, Chai, je sais que tu préfères faire CQFR avec Antoine. Quand tu dois le faire avec moi, il faut quand même faire le taf parce qu'il faut faire le taf. Et en fait, c'est ça au bout d'un moment. Je suis curieux de voir finalement comment les Lakers vont essayer de lui faire croire qu'il joue poste 4 par moment pour juste qu'il fasse pas la tête quoi. Parce que Ouais. si ton défenseur, si tu le fais jouer 4 et que du coup ton défenseur de cercle, ça doit être ton protecteur de cercle, ça doit être Christian Woods, bon courage pour aller loin. Pour aller loin avec cette équipe. C'est pas la logique. Après, voilà, Jackson Hayes peut vraiment jouer le rôle de protecteur de cercle. Ce qui m'étonne un petit peu avec cette fascination, enfin ce truc d'Anthony Davis, c'est que plus ça va, moins il y a de pivots dominateurs. Ah Donc tu ouais. vois, à un moment, je me disais, bon, bah, s'il avait dû jouer dans les années 90 ou début des années 2000, tu dis, bon, effectivement, il veut éviter de se prendre trop de contacts. Il y a des grands qui jouent dur dans la raquette. Maintenant, en gros, tu as Jokic, tu as Embiid qui joue près du cercle, qui sont des bruiseurs, entre guillemets. Mm. Et derrière,
Enfin, je comprends pas trop, quoi. Si tu joues les Warriors, ça va être Draymond Green, quoi, le 5 en face. Donc, j'ai du mal un petit peu à comprendre les problèmes qu'il a avec ça, d'autant plus que jouer 5 l'empêche pas de jouer sur quasiment poste 4 en attaque. Et c'est quoi la différence? C'est limite le poste qui a le plus disparu, c'est poste 4 en fait. Ouais, Je c'est veux vrai. dire, quand tu joues 5 maintenant, tu joues au large directement en fait. Donc, je comprends pas trop le problème qu'il a avec ça. Ouais. Je suis pas sûr, comme tu le disais, de toute façon, en playoff ou quand faudra gagner, il faudra qu'il joue 5 parce que c'est la logique et c'est là que, là, encore une fois, hein, pendant les playoffs, s'il a été si fort défensivement notamment, parce qu'offensivement, ça a été un petit peu en dents de scie, Ouais. il est passé de l'extraordinaire au lambda pour un joueur de son calibre. Il faut qu'il joue 5. Je vois pas d'autre solution si les Lakers veulent aller loin. La saison dernière, il a joué 99% de ses minutes au poste 5. Et bon, bah, là, peut-être qu'il y a toujours ces périodes où il enchaîne au poste 5 et où même s'il est bon, il commence à en avoir marre. Et d'après Woj, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est une manière pour lui, quand il joue 4, c'est une manière pour lui d'économiser son corps. Il est très conscient qu'il lui faut pas grand-chose pour avoir des petites blessures. Et visiblement, pour lui, en étant plus loin de la peinture, ça l'aiderait à préserver son corps. Mais bon, t'as raison, c'est un peu la blague récurrente, enfin, ou un sujet récurrent chez lui. Et, j'espère que ça va pas parasiter sa saison et celle des Lakers, parce que tu l'as dit, quand Anthony Davis est juste apte, qui joue 4 ou qui joue 5, hein, d'ailleurs, les Lakers, c'est totalement autre chose. Donc, écoute, on verra bien. Je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun monde où les Lakers vont se dire allez, on est en playoff, on va lui faire plaisir, il va jouer poste 4 pendant 30 minutes, et puis c'est sûr et certain qu'il sera le poste 5 titulaire et qu'il jouera 35-40 minutes en playoff, quoi. Ouais, et puis en plus, voilà, je trouve que quand même dans le basket moderne, même le distinguo a de moins en moins de sens en fait. Oui, bah Faut que oui. tu joues là où sont tes forces et c'est vraiment ce qui lui permet à lui d'être un joueur incroyable. Donc, C'est un vrai le, poste 5 ultra moderne sur le papier quand il est apte. C'est-à-dire qu'il sait s'écarter, il est très très fort près du cercle aussi. Ce serait dommage, quoi. c'est clair. Bah, je suis curieux, je te dis, de voir comment les Lakers vont essayer de lui faire croire qu'il joue 4. En fait, il joue exactement comme les années précédentes. Je suis curieux de voir. En fait, je suis curieux de voir vraiment ce que lui entend concrètement par là, en fait. Mm. Si c'est qu'il veut plus d'opportunités de jouer face au cercle en attaque, tu sais, sur des ISO, ou si c'est, je sais pas moi, que au contraire, on lui donne plus souvent la balle tu sais, au poste haut, un petit peu ce poste d'où piloter le jeu, tu vois, d'où dire qu'il était injouable, Ouais. Chris Webber dans un autre registre par le passé avant. Si c'est ça qu'il entend jouer poste 4, tu vois, c'est ça que j'ai du mal à cerner de sa part. Ouais. Écoute, on verra bien. Les Lakers seront, comme d'hab, une des équipes les plus surveillées, médiatisées, analysées. Ça, on le décryptera en long et en large la saison prochaine. Dernier petit truc, à nouveau, Wojnarowski. Du nouveau, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas du nouveau, mais la moindre bribe d'information ou de nouveauté dans le dossier Damian Lillard est toujours, c'est toujours quelque chose, hein, c'est pas rien. Là, pour Woj, les Blazers sont dans un fauteuil. C'est-à-dire que leur stratégie qui était de pas accepter n'importe quoi et de prendre leur temps, parce qu'il est sous contrat encore longtemps, est en train de fonctionner à merveille. Et contrairement à James Harden, il y a toujours ce doute, est-ce qu'il sera là au training camp, dans quel état il sera, on en parlait l'autre jour. Lillard a totalement prévu de venir au training camp et pour Woj pourrait très très bien jouer les 20 à 25 premiers matchs de la saison avant qu'éventuellement il y ait un trade, que les Blazers soient ouverts à un trade différent, en tout cas avec des équipes qui seraient peut-être prêtes à mettre plus sur la table que ce qu'elles font aujourd'hui. Et il y a aussi le scénario où Lillard trouverait que finalement ça se passe bien à Portland, que l'équipe marche bien et intéressante, et pourrait même rester. Donc là, pour l'instant, les Blazers sont ultra gagnants, et Lillard est finalement assez loin d'avoir obtenu ou d'obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire un départ à Miami. Ouais, c'est clair. L'avantage pour Portland, en fait, c'est je pense que c'est moins compliqué de jouer la montre, entre guillemets, dans le sens où moi, j'ai aucun doute sur le fait que si jamais le trade s'est pas produit pendant l'été, Damian Lillard sera là au training camp et que ce ne sera pas une distraction. Dans le sens où il ne sera pas une source plutôt de perturbation pour ses partenaires. Voilà, on connaît jamais vraiment les joueurs. On connaît d'eux ce qu'ils projettent. Je vois pas de scénario dans lequel voilà, il voudrait pas jouer le jeu, dans lequel il deviendrait, il se fermerait, ce serait pas un bon coéquipier. Je pense qu'effectivement, c'est un joueur que je trouve très pragmatique finalement dans son approche des choses. Voilà, je pense qu'il a conscience aussi que il est sous contrat,
qu'il y a des obligations qui vont avec le fait d'être sous contrat, des obligations avec le fait d'être considéré comme un franchise player. Je pense que son attachement aux Blazers n'est pas fin, enfin du moins à la ville, à la cité, au Ouais. club, la franchise que ça représente. Donc je le vois pas être posé problème si jamais ça devait être le cas. Philadelphie, on verra, on en parlait un peu plus tôt dans la semaine, ce sera une autre question, mais oui, après, moi je comprends aussi, Portland a raison de ne pas se précipiter finalement. Et, euh, on a tous compris qu'il voulait aller à Miami. Si l'offre en retour est pas suffisamment bonne, Portland aurait tort de se précipiter. Euh, Sachant qu'il y a un risque aussi, parce que voilà, Damian Lillard, c'est un joueur qui a des pépins de santé parfois. Mhm. Là, il est en bonne santé. Finalement, l'offre de Miami n'était pas ridicule si elle est avérée. À voir. Disons que c'est un pari un petit peu de chaque côté, quoi. Ouais, moi je pense que dans la tête de Lillard, il se dit aussi bon, ok, on va patienter. Peut-être que Miami reviendra à l'assaut dans quelques matchs, mais je pense aussi qu'il y a des équipes. On en parlait pour Harden. Je pense aussi que les Clippers, lapsus révélateur, les Sixers se disent aussi, bah, et on espère qu'ils débutent la saison et puis après on le tradera parce que dans tous les cas c'est clairement toxique hein, la relation avec Daryl Morey. C'est très compliqué. Donc pour Lillard, c'est pareil. Ils peuvent se dire, lui, il peut se dire, bon, je vais attendre, je vais faire le professionnel, et puis après, on espère que ce sera Miami. Mais il y a d'autres équipes qui peuvent se mettre aussi sur le dossier au bout d'un moment, que ce soit Philadelphie, peut-être les Clippers, d'autres Brooklyn. qui. Voilà, Brooklyn, je pensais à Brooklyn parce qu'on dit souvent qu'il leur manque. Ils sont à une star près d'être de vrais outsiders à l'Est. Mais en tout cas, je suis relativement rassuré parce qu'au début de l'été, il y avait bah, l'agent de Lillard qui s'était fait reprendre de voler par la NBA parce qu'il avait dit un peu à droite à gauche. Il veut aller que à Miami. Les Blazers n'ont aucun intérêt à avoir un joueur mécontent, en gros, qui pourrait, sous-entendu, qui pourrait pourrir l'ambiance. Mais là, moi, je suis assez rassuré, je pense, surtout si c'est Woj qui dit ça, donc c'est qu'il est plutôt bien informé, que ça se terminera, si ça doit se terminer, parce qu'il y a aussi la possibilité qui reste, comme on a dit. J'espère et je pense que ça se terminera pas mal dans tous les cas, et c'est le principal. Moi, j'aime pas voir des joueurs qui ont passé toute leur carrière dans une équipe qui avait une aussi belle relation que Lillard là et l'avait avec Portland. Je déteste voir des situations comme ça s'envenimer. Donc voilà, j'ai bon espoir que ça se termine bien pour Lillard, voire même que ça reprenne et que ça reparte de plus belle. Qui sait. Ouais, la seule question que je me pose, en fait, du point de vue des Blazers, quand tu as une équipe aussi jeune, je pense que c'est super d'avoir un Damien Lillard parce Mm. que, voilà, en termes d'éthique de travail, c'est un joueur aussi qui a jamais hésité à faire de la place pour d'autres dans le jeu. Je veux dire, CJ McCollum, on se rappelle que ces premières années où il jouait pas beaucoup, il racontait que Lillard n'arrêtait pas d'aller le voir en disant mais t'inquiète pas, ton heure va venir, etc. Même chose avec Simons. Ouais. Voilà, qui a dit que Lillard était un leader incroyable. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour un joueur comme Scoot Anderson, j'oublie le nom, tu sais, Sheldon Sharp. ouais, merci, Sheldon Ouais. Sharp, c'est très bien. Et en même temps, je me demande dans quelle mesure, si tu es à la place des Blazers et que tu veux lancer un processus de reconstruction, euh, bah, peut-être que tu as aussi envie de pouvoir tout de suite partir sur des nouvelles bases Mm. et faire un peu table rase du passé, partir sur de nouvelles choses. Donc c'est un petit peu ça la question que je me pose du côté de Portland, sachant qu'encore une fois, moi je pense pas que Damian Lillard sera du genre à pourrir l'ambiance ou du tout. Je pense pas, effectivement. On verra encore, il reste un peu de temps. Comme tu disais hier, il y a des mecs qui s'aperçoivent qu'il reste 3 semaines avant le début du training camp et qui vont être obligés d'y aller. Bon, Lillard va y aller moins à reculons, j'imagine, que James Harden, mais voilà, on suivra ça si évidemment il y a des nouvelles sur ce dossier-là, comme sur les autres un peu bouillants de l'été, on vous en tiendra informé. On va en rester là pour aujourd'hui. On vous souhaite de très bons matchs de la Coupe du Monde, deux Ouais. belles affiches, comme j'ai dit. Donc celle qui aura peut-être démarré déjà quand vous regarderez CQFR, Serbie-Canada 10h45 et États-Unis-Allemagne 14h40. On vous souhaite aussi une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Ouais, et lundi, on saura qui est le nouveau champion du monde en plus. C'est vrai, exactement. Bon Allez, week-end à tous. bon week-end. Ciao. Ciao.